Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à notre nouveau numéro du magazine sociopolitique 60 minutes. Pour aujourd'hui, nous recevons un cadre politique, un cadre même de la diplomatie congolaise qui a une histoire, qui a un parcours, pas forcément par lui-même, mais même par son géniteur, qui a été une des figures importantes qui ont combattu pour que la démocratie soit instaurée en RDC. Il s'agit bien de Jean-Claude Nyarolien Mbouakiem, qui est diplomate de carrière, qui a été à un moment donné journaliste parce qu'il est sorti de la formation à l'IFASIC. Aujourd'hui diplomate, il a sillonné le monde, il est avec nous. On va parler de l'ouvrage qu'il a sorti il y a très peu, un ouvrage que nous recommandons vivement parce que c'est pratiquement une biographie de feu Vincent Robert Mbouakiem Nyarolien, qui l'UDPS, même le Zaïre de l'époque, qualifié du vieux lion. Bonsoir Jean-Claude Mbouakiem. Bonsoir Jean-Pierre. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation pour que nous reparlions de votre père, nous reparlions de vous-même et nous reparlions de l'ouvrage que vous avez sorti il y a pratiquement 8 ans aujourd'hui, que le monde a apprécié, de par l'écriture, de par les enquêtes menées, de par la recherche que tu avais entreprise pour arriver à avoir ce livre. Jean-Claude Nyarolien Mbouakiem, la première question que nous nous posons, vous êtes fils du vieux lion, comme on l'appelait à l'époque, VRM, Vincent Robert Mbouakiem Nyarolien. Aujourd'hui, quelques années après sa disparition, quelle image avez-vous de votre père, votre défunt père, qui, je dois l'imaginer, est votre mentor politique passé, vous êtes sur ses pas? Écoutez, j'ai beaucoup de souvenirs en termes de père, aussi des souvenirs politiques. Surtout que je l'ai connu à la maison, dans ces moments de lutte, dans ces moments autant de beaucoup de choses, c'est-à-dire les hauts et les bas, et nous avons vécu tout ça ensemble. J'ai beaucoup de souvenirs, je crois que tout ça a été raconté dans ces livres que je vous recommande de lire. Ok, alors en parcourant votre ouvrage, qui est pratiquement une biographie, vous l'intitulez Vincent Robert Mbouakiem, le paradigme politique, et c'est une biographie de votre père. Et dans les lignes, nous rendons compte que vous évoquez une date très importante qui du reste, moi, je l'imagine très douloureuse. Le 8 novembre 2008, vous intitulez Le vieux lion tire sa révérence. C'est les jours où votre père décède, c'est les jours où la famille perd le vieux lion, l'UDPS perd son combattant, son lieutenant, un de ses fidèles lieutenants. Et vous étiez à Windhoek, on laisse-t-on entendre à travers l'ouvrage, et votre petit frère vous appelle, vous annonce le décès du papa, et vous étiez effondré. Oui, absolument effondré, parce que souvenez-vous qu'à cette époque, on était dans une sorte de proximité. Vraiment, il était malade, alité, parce qu'il était tétraplégique, frappé par plusieurs accidents vasculaires cérébraux. Disons qu'il a connu ça pendant les 10 dernières années. Alors, ces jours-là, je me souviens très bien parce que ça faisait une semaine. J'étais au pays. J'étais venu en visite de travail au pays. Et quand je suis rentré au pays, je me disais, l'état dans lequel j'ai laissé mon père, c'était très alarmant. Alors, la nouvelle pouvait tomber n'importe quel moment. Alors, ce jour-là, ce matin-là, quand mon jeune frère, Jean-Patrick, exactement, me donna ses coups de fil, autant je me disais, voilà, c'est fait. En octobre, à Kinshasa, voilà. Vous avez vu le vieux, et une semaine pratiquement après, il est rend l'âme. Voilà. Et j'étais seul à la maison parce que mon épouse n'était pas avec moi ce jour-là. Elle était en déplacement, elle était en voyage. Et quand je rentre, quand j'apprends cette nouvelle, je me disais comment je pouvais être seul en ce moment précis, personne à mes côtés pour me consoler. Alors c'était ça l'effondrement en fait. Ouais. Alors la nouvelle tomba comme un coup près. Bien entendu qu'on était déjà préparé par le fait qu'il était déjà très affaibli par la maladie et par
tout le parcours de sa lutte. Maintenant, je voyais l'après. Qu'est-ce qui va arriver? Et je voyais aussi tous les travaux qu'on avait commencé avec lui, les enregistrements sonores, les interviews, tout ça. Je n'étais pas encore prêt de le sortir pour que lui-même apprécie les travaux faits. Et ça m'a mis aussi dans cet état d'effondrement. Je me suis dit, écoutez, ma promesse faite de son vivant n'a pas été réalisée. Mais je me suis dit, je ne vais pas baisser bras, je veux continuer. Ok, Vincent Robert Mbouakem Niakholem, votre père décède le 8 novembre 2008. Vous avez démarré avec lui un travail, comme vous le dites là, les interviews, les sonores, vous préparez sa biographie au fait de son vivant. Il meurt et pour vous, c'est un sentiment d'un travail inachevé parce qu'il lui-même n'a pas vu l'épilogue de ce travail-là. Ou bien vous estimez qu'aujourd'hui que le livre est sorti, que vous parlez de lui à travers le monde et c'est aussi une sorte de satisfaction. Oui, le travail inachevé, peut-être pour qui lui-même consomme le fruit de votre travail. Oui, absolument, ça c'est indéniable. Mais le travail inachevé, parce qu'en fait aussi, lui, de son parcours, pour terminer justement son parcours ou son voyage politique, il m'avait confié qu'il voulait finir sénateur. Sénateur, c'est là où il se disait je pouvais contribuer avec la sagesse, avec tout ce que j'ai comme bagage, tout ce que j'ai pu avoir ou obtenir de mon histoire politique à la jeune génération. Malheureusement, il est mort sans devenir sénateur. Entre les lignes, nous découvrons également que votre défunt père était un homme d'affaires, Jean-Claude Niakholem. Il était homme d'affaires, et ce virage-là quittait les affaires à l'époque. À leur époque, les affaires étaient florissantes, le pays était un peu certain, tout se déroulait comme on pouvait l'imaginer, le souhaiter. Mais pourquoi doit-il quitter? Je crois qu'il voulait en parler, parce que vous l'avez assez interrogé. Pour moi, Vincent devait quitter les affaires. On nous a dit que c'était un moyen très influent dans ce terroir. Quitter les affaires et embrasser la politique, c'était goût d'aventure ou bien il y avait un véritable besoin de répondre aux attentes de la population? Non, il y a une raison derrière ça. La raison, c'était qu'il avait, il a eu à un certain moment une aversion de la politique. Quand Mobutu a pris le pouvoir en 1965, il a trouvé que les pays avaient fait un recul. Parce que souvenez-vous qu'en 60, les pays étaient déjà sur la voie démocratique. Parce que les institutions, tout comme les animateurs de ces institutions, étaient élus. C'était des élus. Alors le fait d'avoir connu le coup d'État a fait qu'il a estimé que la politique n'avait plus sa place dans sa vie. Il a eu ces goûts-là, cette aversion-là, ces dégoûts, pardon, cette aversion a fait qu'il a dit, bon, écoutez, je me verse maintenant dans le commerce, dans les affaires. Donc c'est la raison qui est derrière ça. Il n'y a pas autre raison, parce qu'il s'est toujours dit, comment servir le peuple, comment servir. Alors on peut le servir différemment. Alors le commerce, c'était aussi servir le peuple, servir le public. Alors c'était aussi une option. Il a choisi cette option. Mais après, il est revenu à l'UDPS, aux côtés de Tshisekedi de heureuse mémoire, autant que lui-même, Vincent Robert Mbouakem. Et quand il revient à l'UDPS, c'est le Graal pour lui. C'était un des noms que les Quinois, on était jeunes quand on apprenait ces noms-là, Niakholem, c'était une confusion. Les gens disaient, ah, tu es d'engager un étranger la partie, je sais que les gens se demandaient, c'est le nom qui sortait, les gens étaient curieux de comprendre qui c'est Mbouakem Niakholem. Alors, c'était pour lui une consécration, le fait qu'il ait quitté après la prise de pouvoir de Mobutu, il revenait, est-ce qu'il avait accompli ce qu'il avait démarré à l'UDPS? Écoutez, d'abord, quand vous êtes dans la lecture de son parcours, dans la chronologie même des faits, quand est-ce qu'il a repris avec la politique? Parce que dans les années 70, il était totalement effacé de la scène politique, mais il s'est fait qu'entre-temps, vous savez, la politique, comme il le disait lui-même, c'est comme une drogue. Quand on s'y met,
on devient addict, comme on dit, hein. On devient accro. Voilà. On dit en anglais addict, mais on devient accro en français. Alors, il monte avec ses anciens amis politiciens de l'époque un noyau qui en fait se réunissait chez lui pour essayer de voir, d'analyser, de faire une lecture de la politique, comment est-ce que les pays étaient gouvernés, comment est-ce que les pays étaient dirigés. Alors, ces noyaux a pu faire la jonction avec les 13 parlementaires. C'est là où l'histoire trouve un autre tournant. Donc, sa politique qu'il a laissée, qu'il a abandonnée dans les années 60, 70, le fait de rencontrer certains amis, vieux amis, qui ont œuvré dans la politique, lui donne le goût de revenir par rapport à ce qui se faisait à l'époque, dont beaucoup d'entre eux n'étaient pas du tout d'accord avec la manière avec laquelle le pays était dirigé, comment est-ce que la dictature était totalement implantée dans le système politique dans ces pays, et ils se sont dit, il faut faire quelque chose. Nous ne pouvons pas nous résigner et observer ce qui se passe, parce que même les opposants en fait, personne n'avait droit de dire quelque chose. Alors tout ça, ça le frustrait, tout ça, ça le mettait mal à l'aise. C'est là où il a dit non, je me lève et on va essayer de bouger les lignes. Avait une confiance totale du Tshisekedi et du Kasaï. C'était quoi le secret? Ça faisait un peu de la flatterie. Comment les gens ne comprenaient pas qu'un Mouyans du grand Bandundu arrivait à séduire totalement un leader du Kasaï de cette façon-là? C'était quoi son secret? L'humilité, la compétence, ou bien il agissait avec quel paradigme pour arriver à arracher la totale confiance du Tshisekedi? Bon, il faut noter, il faut rappeler que bon, il n'y avait pas que Tshisekedi, parce que quand l'UDPS se mettait en place, c'était un leadership assez collectif. Donc, l'UDPS, avec Tshisekedi, qui en fait a eu la confiance du vieux, parce que le vieux, comme on l'appelait souvent, le vieux Mouyans, le vieux lion, il avait une expérience en politique. Parce que sa politique, il faut le noter ici, il n'a pas commencé en 70 ou en 60. Il a commencé avant 60. Il était activiste politique déjà à l'époque coloniale. Ce qui fait que quand les choses se sont tournées de la manière dont on connaît en 65, il a pris les dégoûts. Ça veut dire quoi? Son expérience politique, son parcours politique a fait que Tshisekedi, à l'époque, qui était membre du directoire, a eu à comprendre qu'il y avait de l'expérience dans le vieux en termes de l'implantation. Parce qu'il faut noter que les directoires politiques à l'époque, c'était Liaou pour le côté Équateur, province orientale. Aujourd'hui, à l'époque, c'était au Zaïre. Liaou, en fait, Kibasa, du côté Katanga, et puis un peu de Kivu, oui. Et Tshisekedi le centre, et lui prenait Bandundu, Kinshasa et Bakongo, Bazaïre à l'époque. Alors c'était ça qui a fait que l'UDPS s'est implanté davantage. Et lui, il avait le secret de l'implantation. Il avait les secrets, parce que il utilisait, mais il mettait en avant la base, les gens qui avaient pignon sur eux, ça veut dire les gens qui étaient à l'origine des administrateurs, où ils furent des administrateurs des territoires à l'époque, et ils mettaient en avant aussi le chef coutumier. Okay. Donc il avait une approche une approche de proximité avec la base, ce qui a fait que l'UDPS s'est implanté très rapidement à travers le pays. Et lui, il défiait même le régime à l'époque pour dire que on y va aux élections aujourd'hui, l'UDPS rafle toutes les positions. Et c'est là qui a fait que
avec Etienne Tshisekedi, ils se sont bien entendus. Mais ce qu'il faut dire que l'UDPS a eu l'UDPS dans son parcours, hein, selon même, parce que son histoire, je tiens aussi à les souligner, s'apparente aussi à l'histoire politique récente de la RDC. Partant du Congo belge, Congo, puis jusqu'à Zaïre, et puis maintenant RDC. Son parcours, parce qu'il a traversé. Il a traversé toutes ces périodes. Okay. Mais Jean-Claude Nirolem, en lisant votre phrase toujours, on a parcouru certaines lignes, certaines phrases qui nous paraissaient un peu, je dirais pas dérangeantes, mais perplexes, Jean-Claude Nirolem. À la page 97, je crois que c'est le 4e paragraphe, vous insinuez que la vie des VM, pour dire Vincent Robert Mbouakem, est aussi délétère qu'altruiste. Vous le regrettez aujourd'hui que sa vie elle était trop centrée vers les autres? Non, on n'a aucun regret. Aucun regret. Plutôt, nous récoltons le fruit de cette approche-là. Okay. Nous récoltons le fruit parce que il nous a appris le non-attachement au bien matériel. Okay. Il nous a appris la compassion. Ça veut dire que tout ça, ce sont des valeurs que nous avons acquises pour pouvoir démontrer que la vie des hommes, ce n'est pas cela. La vie des hommes, c'est dans l'altruisme, dans la compassion et dans l'amour de l'autre. Ça, ce sont des valeurs que nous avons acquises. Et au jour d'aujourd'hui, si partout nous allons, des fois même nous avons ces gènes de se présenter, mais partout nous allons, quand on vous présente comme fils de Mbouakem, on vous honore parce que lui-même, le service qu'il a rendu à beaucoup de gens, sans que nous le sachions, en fait, on le sent maintenant, on le perçoit maintenant dans notre vie d'adulte maintenant, nous qui étions enfants, nous le récoltions maintenant parce que il a planté, il a mis la graine et maintenant au jour d'aujourd'hui, les gens qui lui a pu servir, qui lui a pu rendre service, au jour d'aujourd'hui, nous regardent avec l'image de notre Père. Oui. Peut-on dire aujourd'hui que, parlant de Vincent Robert Mbouakem, est-ce que l'héritage politique est réel? On peut l'affirmer sans que nous soyons contredits demain. Est-ce que Vincent Robert, le vieux lion, a réellement légué à la postérité d'aujourd'hui et celle de demain un héritage politique implacable? Oui, c'est indéniable. C'est indéniable parce que au jour d'aujourd'hui, l'UDPS de pouvoir, c'est le parachèvement de leur lutte. Pas de sa lutte seule, mais de l'ensemble. Il y a pris part de façon très prononcée. Absolument, absolument. Parce que personne ne peut nier cet apport aujourd'hui. Et l'héritage, il est là. On le partage. Nous ne pouvons pas, nous, au jour d'aujourd'hui, dire que nous sommes les seuls héritiers de sa politique ou de son combat. Nous le partageons avec beaucoup de gens. Nous le partageons avec tous ces collaborateurs qu'il a eu ou toutes ces personnes qui ont eu à travailler avec lui. Et les témoignages sont là. Mais aujourd'hui, il faudra également souligner que, parce qu'à l'époque, vous l'avez dit vous-même, Vincent Robert Mbouakem coiffait les Congo central aujourd'hui, le Bazir d'hier, le Grand Bandundu et les Kinshasa, où il a suffisamment planté le parti UDPS. Mais est-ce que dans sa communauté, il y a une sorte de reconnaissance parmi les grands leaders de la communauté? Est-ce que pourquoi les jeunes d'hier qui le suivaient, pour qu'il était mentor, n'est pas que trop peu d'élus? Il y a beaucoup de jeunes leaders de Bénin, c'est aujourd'hui politiciens assez bien installés. Pourquoi parle-t-il très peu du vieux lion de l'UDPS? Bon, ça dépend de où est-ce que vous vous trouvez. Si aujourd'hui vous vous retrouvez dans un milieu de jeunes, parce qu'au jour d'aujourd'hui, si on regarde la politique aujourd'hui, elle est quasi avec la nouvelle génération.
si on doit regarder une bonne partie, disons. Okay. Oui. Mais quand moi je suis des fois des témoignages, j'ai vu des fois des débats télévisés où il est cité en référence, parce que les gens sont souvent aussi très nostalgiques, ils se souviennent souvent de cette directoire, de cette IDPS qui en fait faisait la pluie le bon temps. Ça fait immense des paroles. Oui, bien entendu, quand il disait même dans ses meetings Kinshasa, Souka Bissombele. Si je comprends bien, en fait, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Kinshasa, Souka Bissombele. Ça veut dire que Kinshasa, c'était le terminus du tout. Parce que vous pouvez vous promener, vous pouvez faire tout ce qu'il y a comme action ailleurs, mais à Kinshasa, si vous faites rien, c'est raté. C'est raté. Voilà. Donc, non, les témoignages sont là. Bien sûr, comme je dis, la nouvelle génération a besoin aussi qu'on leur apprenne ce que c'est notre histoire politique. Là, parce que la politique congolaise n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui ont œuvré et ça continue. Et s'il faut mettre ça dans le cadre de la dynamique politique aussi, comme on le dit souvent, hein, dans le monde politique, la dynamique politique là aussi fait que une nouvelle remplace une autre. Au-delà du fait que Vincent Robert Mbouakem a été un grand politique au sein de l'EPS, même au niveau de la classe politique zaïroise congolaise aujourd'hui, et vous-même la famille biologique de cet illustre homme politique, vous revendiquez quoi aujourd'hui? Qu'il reconnaisse son combat en faisant quoi? Ou bien vous estimez que ce qui a été fait, vous qui avez tiré les dividendes sociaux, ça vous va déjà? Non, d'entrée de jeu, nous n'avons tiré aucun dividende social. Donc nous avons par contre perdu beaucoup de choses. Okay. Donc, au cours des arrestations, des relégations, nous avons perdu beaucoup de choses. Même nos études ont été perturbées pendant toutes ces périodes-là noires, comme je dirais, parce que ils pouvaient bien accepter la corruption qui battait son plein à l'époque. Ils pouvaient bien aussi opter pour autre chose, ou l'exil. Mais tout ça, il l'avait balayé, il avait estimé qu'il fallait se battre sur place pour changer les choses. Et entre-temps, nous sommes, entre autres, des victimes collatérales de son choix politique. Mais nous n'avons, disons que, aucun héritage social. Hein. Nous avons hérité en dehors de certains biens familiaux, qui, bien entendu, il a quand même aussi travaillé sa vie. Mais nous ne bénéficions d'aucun avantage social. Alors, nous ne revendiquons rien non plus, parce que nous sommes fiers de ce combat, parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir, et comme ils avaient combattu à l'époque pour que l'UDPS un jour soit au pouvoir, et je l'ai même dit dans ces livres, dans cet ouvrage, je l'ai dit, les ouvrages qui étaient édités en 2012, je l'ai dit, j'ai cité dans mon avant-propos quelque part pour dire que j'espère et nous comptons qu'un jour l'UDPS sera au pouvoir. Ça c'était 6 ans avant que Félix Antoine accède au pouvoir. C'était pour vous une sorte de prophétie que vous avez fait dans l'Asie a priori que beaucoup n'ont presque pas fait. Alors Vincent, Jean-Claude Nyarolier, mon voisin, parlant de vous, dépendamment des carrières et tout le parcours de vieux, ça vous a influencé quand même. Vous ne voulez pas lancer le principe pour rien passer, vous voyez ce que les vieux faisaient, vous inspirez un peu de lui. Et aujourd'hui, dans votre carrière de diplomate, estimez-vous que vous donnez le meilleur de vous-même pour que les noms d'un Mbouakem ne s'effacent pas demain dans la sphère politique congolaise? Écoutez, on peut mettre ça dans un contexte historique aussi. Vous voyez, quand j'étais jeune enfant, j'aimais beaucoup comme, vous voyez un peu l'image métaphorique, le village des enfants qui s'asseyaient au pied, à même le sol, des adultes en train d'écouter. C'est que les adultes se racontaient, en train de suivre la conversation des adultes. Moi, j'étais cet enfant-là. Vous voyez, ces jeunes enfants-là qui, au jour d'aujourd'hui, est devenu diplomate de carrière, ça fait juste que c'est plus ou moins dans le parcours de quelqu'un qui avait déjà compris qu'il fallait prendre part à la conversation. Okay. Alors, pour dire que, vous voyez, le vieux lui-même nous avait beaucoup
éduqué politiquement d'ailleurs. Vous voyez, à chaque fois que nous étions dans une position, position délétère, okay, on revenait à lui pour dire, mais papa, pourquoi on doit subir autant de sacrifices? Il nous disait, mes chers enfants, moi, je me bats pour vous. Je me bats pour que le nom que vous portiez, ne soit pas une sorte d'opprobre après. Que partout, même si je ne suis pas là, que vous, où partout vous alliez, qu'on puisse vous recevoir. C'était ça, son héritage qu'il nous avait laissé. Alors, moi aujourd'hui, dans ma vie professionnelle, je ressasse un peu tous ces souvenirs et je me dis, effectivement, il avait raison. Parce que, au jour d'aujourd'hui, je me promène librement, j'engage des conversations librement avec des personnalités, avec le monde extérieur, sans que je puisse être pointé du doigt. Parce que le nom qu'il nous a prêté, parce que c'est un nom qu'il nous a prêté. Tout à fait. Donc, le premier des Mbouankem, c'est lui d'abord. Effectivement, c'est le nom qu'il nous a prêté. Oui. Parce que au jour d'aujourd'hui, je peux décider de changer ce nom aussi. Donc, que nom que nous portions soit pour nous un capital politique aussi. Mais lui, le monde de la finance, ce n'était pas son fort. Mais plutôt le social était son fort. Alors, pour lui, tous ces biens, il ne lui disait absolument rien. Parce que pour lui, le bien-être de la population, le bien-être social, c'était son leitmotiv. Donc, pour nous, les enfants, nous sommes rentrés dans cette philosophie. C'est parce que vous êtes politicien ou que vous êtes dans telle activité politique que vous devrez avoir cette envie ou faire comme tout le monde, s'acheter des maisons ou acquérir des biens pour amener à quelle fin? Pour mener à quelle fin? Parce que au bout du compte, quand vous n'êtes pas là, vos enfants vont, comme on le voit au jour d'aujourd'hui, vont liquider tous ces biens-là. Ça va même amener beaucoup plus de problèmes d'ailleurs. C'est ce qui s'est fait même au jour d'aujourd'hui par rapport à sa lutte. Donc tout ça, ça fait que vous trouvez dans le caractère de l'homme tout ce qu'il y a comme le dur, les cuirs durs. Et aujourd'hui, on peut insinuer que l'héritage des Mbouankem commence par vous. On va le rappeler, votre grand frère a été ministre des Affaires étrangères, et avec brio d'ailleurs, il faut le rappeler. Et c'est dire que l'héritage du père aujourd'hui est sauvegardé avec honneur et bonheur, on peut le dire? Mais nous essayons, mais nous ne pouvons pas prétendre arriver là où il était arrivé. Parce qu'il a mis la barre très haut. Moi, je ne suis même pas arrivé à la cheville. Personne de la famille n'est arrivé à la cheville de ce qu'il a accompli, lui, de son vivant. Personne. Je peux vous le dire, personne. Parce qu'il a eu le courage. Il a eu la bravoure. Il a eu tout ce que vous voulez en politique. Vous savez, il est difficile de pouvoir accepter tout ça pendant que vous avez le choix. Et encore que, frappé par la maladie, il était infirme. Il était infirme. Et pendant tout ce temps, pendant ce moment de lutte, il était que dans cet état, infirme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas baissé bras. Il a tenu bon. Il a tenu bon. Tétraplégique. Il a tenu bon. Jusqu'à la fin. Moi, je dois vous avouer que je ne sais même pas si je vais arriver même à réaliser les 10% de ce qu'il a fait. À un moment donné de la vie, les gens ont laissé entendre que le vieux lion, Vincent Robert Mbouankem, Nyaroliem, avait perdu ses yeux, les yeux le dérangeaient, mais il ne voulait pas lâcher la politique. C'était une drogue, comme on l'avait dit, on le voulait considérer. Mais pourquoi il ne voulait pas pour sa santé? Ça ne lui disait absolument rien, on dirait. Non, il s'est préoccupé de sa santé, bien entendu. On est humain. Mais
Pour lui, la priorité était le peuple. C'est que les autres étaient en train de subir. C'était ça sa priorité. Vous voyez, vous savez, même à l'idée, même là où il s'est trouvé, partout où il s'est trouvé, quand vous engagez une conversation avec lui, il ne cessait de demander qu'est-ce qui se passe au pays. Qu'est-ce qui se passe au pays. Et je vous dis, malgré la difficulté de santé, chaque matin, il s'est levé pour suivre toutes les stations de radio de l'étranger pour finir par une nouvelle locale. Okay. Et ensuite, il avait le journal. Et avec le journal, ça c'était son agenda quotidien. Les stations de radio à l'international, finir aux nouvelles nationales à la radio, et c'était le journal. Et après, il pouvait recevoir des gens. Et c'était ça. Je dirais même sa cure matinale. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un qui était tellement imprégné, tellement plein de dents, que c'était difficile de lui demander de s'arrêter. Vous savez, même quand le médecin, quand il est revenu d'Afrique du Sud, après les soins médicaux, le médecin lui recommanda vivement de prendre un moment de repos. Mais ça durait qu'un moment d'une semaine, 2 semaines après. Il reprenait. On ne sait pas pourquoi. Et aujourd'hui, la famille Mbouakem, quel regard porte-t-elle sur l'UDPS aujourd'hui? Pas l'UDPS de l'époque, Vincent Robert Mbouakem, Frédéric qui passe à Maliba, Joseph Liao Eboa, Tshisekedi Wamulumba. L'UDPS d'aujourd'hui, vu par la famille Mbouakem, c'est une UDPS qui a pignon sur rue, une UDPS qui rend quand même le combat de ces lustres-là comme il se devait. Et vous, de la famille, personnellement, vous-même, vous demandez quel regard portez-vous sur les PES actuelles? Bon, je ne vais pas aller sur les terrains politiques. Je suis plutôt diplomate, fonctionnaire de l'État. Mais cela n'empêche qu'on puisse avoir une lecture aussi de ce qui se passe au pays. Oui. Mais d'abord, je félicite l'équipe dirigeante de l'UDPS. Aujourd'hui, l'équipe dirigeante, par rapport au travail qu'ils sont en train d'abattre. Ils sont en train de faire un travail assez remarquable, de pouvoir continuer à galvaniser, à mobiliser les combattants pour pouvoir continuer la lutte. Les flambeaux, il est toujours, c'est comme une course, les flambeaux, on ne les dépose pas, on continue à porter les témoins. Et je félicite l'équipe dirigeante aujourd'hui qui continue toujours à organiser, à mener le parti dans sa lutte selon l'idéologie qui a été imprégnée par les pères fondateurs. Mais il faut noter qu'il y a quand même une différence. Vous savez, l'UDPS a connu au moins 3 grands moments de son histoire. Vous avez l'UDPS des années 80, l'UDPS de la clandestinité. Vous avez l'UDPS des années 90, 90, l'UDPS de lutte pour le multipartisme, et vous avez l'UDPS des années 2000, l'UDPS de lutte pour l'accession au pouvoir, la conquête du pouvoir. Vous voyez, et tous ces grands moments-là, l'UDPS a connu des moments de changement aussi, du point de vue, c'est comme on dirait, un véhicule, un véhicule qui roule, quand vous voulez amorcer une montée, vous changez de vitesse. Donc ça, c'est une métaphore que je donne toujours pour expliquer qu'à un moment donné, il faut changer, il faut bouger les lignes pour pouvoir s'adapter aux enjeux. Vous voyez, alors, au jour d'aujourd'hui, l'UDPS est toujours dans l'idéologie de nos parents, des pères fondateurs, que maintenant l'UDPS de pouvoir, excusez-moi, mais cette UDPS au jour d'aujourd'hui doit aussi être en mesure d'accepter les innovations politiques en même temps, et je dirais même, par exemple, une innovation du point de vue idéologie aussi, vous voyez, parce que les enjeux politiques actuellement, que ce soit les enjeux à l'interne tout comme à l'externe, ce sont des enjeux qui en fait devraient en fait amener l'UDPS à pouvoir remodeler
disons, son appréhension politique. Politique, tout à fait. Oui, donc j'invite en tout cas à ce que on puisse y réfléchir, que l'UDPS reste cette maison, cette structure ou cette formation politique qui accepte les innovations, qui accepte de nouvelles idées. Vous êtes Jean-Claude Nyarolem Mbouaken, fils de Vincent Robert Mbouaken. Vous portez un nom important, historique dans ce parti-là. Raisonnons par a priori, si aujourd'hui on vous appelait d'apporter l'expertise de l'UDPS, quelle serait votre réponse, votre réaction? Êtes-vous diplomate, je le souligne, mais l'après-carrière va d'autres jours exister. Si une fois cette carrière prend fin, est-ce que vous êtes prêt à embrasser la carrière politique? Bon, je me réserve de répondre à cette question. Le moment viendra. On va répondre à cette question de manière assez claire. Mais comme j'ai dit, je suis en même temps diplomate scientifique, chercheur. J'ai des propositions, j'ai des idées, je fais des recherches dans le domaine qui me concerne, bien entendu, des relations internationales. Donc, je peux toujours contribuer d'une manière ou d'une autre. Et vous savez que la politique internationale et la politique nationale est toujours en corrélation. C'est deux choses qui se complètent. Parce que c'est comme ça et la politique, elle est faite comme ça. Et voilà. Vincent Robert Mbouaken Nyarolem, le paradigme politique, ouvrage écrit par Jean-Claude Nyarolem Mbouaken, fils du défunt, un des pionniers, un des pères fondateurs de l'UDPS, à qui nous disons merci. Mais pour terminer, Jean-Claude Nyarolem, quand même, c'est pas en 260 pages qu'on peut parler de Vincent Robert Mbouaken. Est-ce qu'il est prévu d'autres ouvrages au nom toujours du vieux? Non, on n'exclut rien. On n'exclut rien et j'ai envie de vous dire que la plume, elle est toujours disponible. Je continue à récolter des informations. Et bien entendu, après avoir publié cet ouvrage, il y a des gens qui se sont présentés, et ça je dois vous l'avouer. Ils se disent, mais vous avez manqué tel élément. Moi j'ai un témoignage. Et voilà, j'ai dit, bon écoutez, il faut attendre la prochaine édition. Qui va tenir compte de tous ces éléments, des nouveaux témoignages concernant toujours l'histoire politique du vieux. Là maintenant ça sera plus sa biographie parce qu'elle est racontée déjà. Peut-être là on va raconter un autre aspect de sa vie. Ok, Jean-Claude, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été disponible pour répondre de la vie de Vincent Robert Mbouaken Nyarolem, le Vieux Lion. C'est moi qui vous remercie. Je vous salue particulièrement et votre équipe. Voilà, merci à vous Jean-Claude Nyarolem Mbouaken pour ces minutes consacrées à notre télévision, parce que nous reparlons, on a déjà parlé avec lui de cet ouvrage Vincent Robert Mbouaken Nyarolem, le paradigme politique. Cet ouvrage écrit par le diplomate Jean-Claude Nyarolem est à trouver sur Fnac et Amazon, à Paris en France, et les points de vente de Kinshasa vous sont communiqués très prochainement par notre canal pour que vous en procuriez, parce que c'est une lecture très simple, je vous assure. L'écriture est très aisée et vous serez très édifié en lisant ce livre. Merci à Jean-Claude Nyarolem, merci également à vous, et nous prenons rendez-vous très prochainement pour notre numéro de 60 minutes, fidèle à nos programmes. Bonne soirée chez vous et bye bye.